C'était l'un de ces matins humides caractéristiques de la vallée de la Loire, qui vous pénètrent jusqu'aux os. Mes mains tremblaient en ouvrant les portes centenaires en chêne du château de Valois, cette immense bâtisse que la famille de mon mari considérait comme un simple bien immobilier, mais dont chaque pierre résonnait dans mon âme. Ce n'était pas à cause du froid, mais de la colère. Mais à l'époque, je ne le savais pas encore. À l'époque, je pensais que ce que je ressentais n'était que de la fatigue. Je m'appelle Constance. Je pourrais vous raconter cette histoire depuis une résidence parisienne ou une villa luxueuse du sud de la France. Mais tout a commencé dans les couloirs froids de ce château, alors que je polissais les parquets anciens à genoux. Je ne vais pas vous raconter un conte de fées. Le prince ne m'a pas sauvé. Le prince m'a amené dans ce château, m'a fait revêtir un uniforme de domestique, puis a tenté de me jeter en pâture aux loups. Mais il avait oublié une chose, je n'avais peut-être pas grandi parmi les loups. Mais j'avais très bien appris quand il fallait montrer les crocs. Cette histoire n'est pas celle de femmes silencieuses, soumises et qui disent on va s'en occuper, mais celle de femmes qui planifient, font preuve de patience et finissent par renverser la table. Si vous aimez voir la justice triompher et l'arrogance s'effondrer, vous êtes au bon endroit. Nous n'en sommes qu'au début, alors installez-vous confortablement et assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Car vous n'en croirez pas vos oreilles quand vous entendrez ce qui se passe dans ce château. Lorsque je me suis mariée avec Julien, je pensais entrer dans l'une des familles les plus anciennes de France. Ma famille n'était pas noble, mais nous étions cultivés. J'avais étudié l'histoire de l'art et obtenu un master en restauration. Julien, quant à lui. Julien était l'incarnation même du mot nouveau riche, aimant dépenser les millions gagnés par son père dans son entreprise de logistique. Sa famille faisait partie de ces gens qui pensaient pouvoir acheter leur titre de noblesse d'avant la loi sur les noms de famille. Quand ils ont acheté le château de Valois, ils n'ont acquis que 4 murs et un terrain. Mais l'âme qui s'y trouvait, jamais. Ma belle-mère, Madame Agnès, m'avait dit lors de notre première semaine au château: Constance, ma chérie, tu t'y connais en vieille babiole. Je ne fais pas confiance aux domestiques, tu t'occuperas de dépoussiérer ces tapisseries du XVIIe siècle, n'est-ce pas? S'ils les cassent, Dieu nous en préserve, je ne veux pas avoir à m'occuper de l'assurance. Ce jour-là, j'ai répondu bien sûr, Madame Agnès. Quelle bêtise! À partir de ce jour-là, mon mariage s'est transformé en un partenariat, puis en un emploi au service d'un employeur. Julien partait à Paris pour des réunions de travail et ne revenait pas pendant des semaines. Quant à moi, je restais au château, à négocier avec les artisans pour réparer les toits qui fuyaient, à superviser la taille des roses centenaires dans le jardin et, oui, à dépoussiérer ces maudites tapisseries. Pour eux, le château était un décor dont ils pouvaient se vanter auprès de leurs amis. Pour moi, c'était un organisme vivant qu'il fallait protéger. Jusqu'à ce fameux dîner où les choses ont atteint leur point de rupture. J'étais naïve au point de croire que j'étais la maîtresse de maison. Julien avait dit qu'il rentrerait de Paris ce soir-là avec d'importants investisseurs. Les préparatifs devaient être parfaits. Le personnel de cuisine était insuffisant car Madame Agnès avait voulu faire des économies. C'est pourquoi, alors que j'aurais dû porter une robe en soie, je me retrouvais à 3 heures de l'après-midi dans la cuisine à préparer des foies de canard avec le chef. Mes mains sentaient l'oignon et la truffe. À 8 heures du soir, des berlines noires et rutilantes se sont garées dans la cour du château. Julien est descendu de voiture. Il n'était pas accompagné uniquement d'investisseurs. Il y avait aussi une femme grande, blonde, au nez retroussé. Élodie. Julien la présentait comme l'architecte d'intérieur. Constance, dit Julien en m'embrassant sur la joue au lieu de me serrer dans ses bras. Élodie va nous aider à moderniser le château. Il faut changer ses papiers peints et ses meubles lugubres. J'ai senti mon sang se glacer. Ce château datait de 1650. Les papiers peints étaient d'origine. Les meubles étaient dignes d'un musée. Mais Julien, dis-je en essayant de garder ma voix calme, ce bâtiment est classé monument historique. La modernisation en altérerait le caractère. De plus, il m'interrompit, mais pas n'importe comment, devant tout le monde, en levant la main comme pour chasser une mouche. Laisse les professionnels en décider, Constance, a-t-il dit d'un ton tendu. Assure-toi que le vin est suffisamment aéré. La dernière fois, le Cabernet Sauvignon était trop chaud. Ne mets pas mes invités dans l'embarras. Les investisseurs ont gloussé. Élodie m'a lancé un regard à la fois compatissant et méprisant. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Julien, a dit Élodie en posant sa main sur le bras de Julien. Je vais rendre cet endroit habitable. Pour l'instant, ça sent un peu. Le musée. Ce qu'elle appelait l'odeur d'un musée. C'était l'odeur de l'histoire. L'odeur de la noblesse. Mais pour eux, ce n'était que l'odeur de la moisissure. Pendant tout le repas, j'étais comme un fantôme. Alors que j'aurais dû être assise à table, je faisais des allers-retours entre la cuisine et la salle à manger pour que le service ne soit pas perturbé. Julien parlait de son projet de transformer le château en hôtel-boutique. Une expérience luxueuse, disait-il. Un spa, des suites modernes avec des plafonds en verre.
Chaque changement qu'il évoquait était comme un coup de poignard dans le cœur du château. Mais le coup de grâce est venu au moment du dessert. L'un des investisseurs, un avocat âgé, Monsieur Dupont, s'est tourné vers moi. Madame Constance, m'a-t-il dit, votre mari est très confiant dans ce projet, mais les titres de propriété de ce domaine peuvent être assez complexes. Les droits d'eau et les permis d'utilisation dans la région de la Loire. Vous vous êtes occupé de tout cela? J'étais sur le point de répondre que j'avais passé des mois à examiner toutes les archives du château et à traduire chaque parchemin quand ma belle-mère Agnès intervint. Ah, monsieur Dupont, dit-elle en riant. Elle agita la coupe en cristal qu'elle tenait à la main. Constance s'occupe uniquement de la décoration et du jardin. Autrement dit, elle s'occupe de la partie, comment dire, ménagère du projet. Les questions juridiques et financières, c'est l'affaire des hommes. Constance n'est pas très douée avec les chiffres. Le silence s'est installé autour de la table. Julien a souri. Ma mère a raison, a-t-il dit. Constance aime l'âme de ce château, mais nous nous occupons de la réalité, c'est-à-dire de l'argent. À ce moment-là, à ce moment précis, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Mais ce bruit de rupture n'était pas aussi bruyant que celui d'un verre qui se brise. Il ressemblait davantage à cette fissure silencieuse et mortelle qui se forme au plus profond d'un glacier. J'ai souri. Oui, je leur ai souri. Vous avez raison, ai-je dit d'une voix douce. Je ne fais que dépoussiérer, discuter du commerce entre vous. Je me suis levé de table et j'ai quitté la salle en disant « Excusez-moi, je dois vérifier quelque chose dans la cuisine ». Mais je ne suis pas allé dans la cuisine. Je me suis arrêté dans le couloir, juste derrière la lourde porte en chêne. Les voix étaient étouffées, mais audibles. J'ai entendu Élodie murmurer ta femme. Ça ne va pas poser de problème, Julien. Le divorce ne devait-il pas être prononcé avant de te lancer dans ce projet d'hôtel? J'ai retenu mon souffle. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. La réponse de Julien a changé ma vie. Sa voix était calme, assurée et d'un calme dégoûtant. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Les avocats ont tout arrangé. On va le renvoyer sans le sou. Il ne se souvient même pas de cette petite clause dans le contrat de mariage. Le château appartient à l'entreprise. Quant à Constance, Constance n'est qu'une invitée. Et son séjour touche à sa fin. Dame rire. Les rires qui montaient de cette pièce me donnaient la nausée. Je m'appuyai contre le mur. J'attendis que les larmes coulent de mes yeux. J'attendis de sangloter, d'entrer et de crier, de renverser cette table. Mais non, mes yeux étaient secs. Mes mains avaient cessé de trembler. Je regardais mon reflet dans le miroir. Je me vis dans le miroir vénitien antique du couloir. Une femme pâle, fatiguée, mais avec une étrange lueur dans les yeux. Il pensait que je ne faisais que dépoussiérer les murs. Il pensait que je ne faisais que m'adonner à mon hobby en passant des heures à lire de vieux livres dans la salle des archives. Julien pensait que je ne comprenais rien aux chiffres, mais il se trompait. Il se trompait lourdement, car parmi ces vieux papiers, j'avais trouvé un document en latin qu'il n'avait jamais pris la peine de lire. Un document datant d'avant la Révolution française de 1789, portant le sceau royal. Ils avaient peut-être acheté les murs. Mais cette nuit-là, en écoutant leur rire dans le couloir, j'ai compris que le poumon de ce château, c'est-à-dire les sources d'eau thermale qui coulaient sous ses fondations et le droit d'usufruit du terrain, c'est-à-dire le droit d'utilisation, avait été séparé de la propriété par un accord conclu il y a plusieurs siècles. Et j'ai fait traduire ce document, sans que personne ne le sache, par simple curiosité. Je l'ai fait enregistrer à mon nom. C'était une démarche innocente, dans le seul but de préserver l'histoire. Du moins, c'est ce que je croyais. En prévoyant de me jeter à la rue sans le sou, Julien était en train de signer son arrêt de mort. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai ajusté l'ourlet de ma robe. J'ai remis mon masque de femme fidèle. Et je suis retournée dans le salon. Le dessert est servi. Ai-je dit joyeusement. Le jeu ne faisait que commencer. Et dans ce jeu, ce n'était plus Julien qui distribuait les cartes. Je m'appelle Constance Deville. Et voici l'histoire de ma vengeance. Ne me demandez pas comment j'ai passé cette nuit-là. J'ai passé la nuit à mémoriser les moulures du plafond de notre chambre, à écouter les voix de mon mari et d'Élodie qui dégustaient du vin à l'étage inférieur. J'avais verrouillé la porte, mais c'est mon cœur que j'aurais dû verrouiller. Pour empêcher la pitié d'y entrer, je me suis levée aux premières lueurs du jour. J'ai caché les bleus sous mes yeux avec du correcteur. J'ai enfilé la robe bleu clair préférée de Julien, celle qui me rendait docile et élégante. Lorsque je suis descendue, les chuchotements du personnel de cuisine se sont arrêtés net. Ils sentaient tout que quelque chose n'allait pas, mais personne n'osait en parler. Julien buvait son café dans la cuisine. Élodie n'était pas à ses côtés. En me voyant, il a légèrement sursauté, comme s'il essayait de comprendre si j'avais entendu leur conversation de la veille. « Bonjour mon chéri », ai-je dit. Ma voix était si normale que j'en ai moi-même été surprise. Je me suis approchée de la table et j'ai déposé un petit baiser froid sur sa joue. Je n'ai pas pu m'occuper de tes invités hier soir, j'avais un peu mal à la tête. J'espère que tout s'est bien passé.
Les épaules de Julien se détendirent. Il était soulagé. Quel idiot! Il croyait vraiment que je n'avais rien entendu. C'est le plus grand effet secondaire de l'arrogance, vous méprisez tellement votre interlocuteur que vous n'envisagez même pas qu'il puisse constituer une menace. Ce n'est pas grave, Constance, dit-il en souriant. Nous avons discuté des détails du projet avec Élodie. Nous voulons commencer les travaux dans quelques semaines. Au fait, ma mère a suggéré que tu emménages dans l'appartement à Paris pendant quelque temps. Ici, ça va ressembler à un chantier, nous ne voulons pas que tu sois dans la poussière et la saleté. Ah, comme vous êtes attentionné, dis-je en sirotant mon café. Bien sûr, j'ai besoin de quelques jours pour rassembler mes affaires. Je n'avais pas l'intention d'aller à Paris, mais il n'avait pas besoin de le savoir. Dès que Julien eut quitté la maison, je passai à l'action. Ma première tâche fut de me rendre dans le compartiment secret de la bibliothèque du château. Lorsqu'ils avaient acheté le château, ils avaient envisagé de brûler les vieux papiers qui s'y trouvaient. Je les avais sauvés en disant que nous les utiliserions à des fins décoratives. Or, parmi ces papiers se trouvait la véritable histoire de ce domaine. J'ai sorti le dossier relié en cuir, les mains tremblantes. Droit d'usufruit perpétuel. Le document datait de 1789 et portait le sceau royal. Selon ce document, le château pouvait être vendu, mais les sources d'eau thermale situées sous le terrain et le droit d'usage du château appartenaient aux descendants de la famille de Ville, ou à la personne qui en avait hérité. Et moi, 3 ans auparavant, j'avais rendu visite dans une maison de retraite à une vieille religieuse, dernière héritière de la famille de Ville, éteinte depuis longtemps. J'étais seulement allée là-bas pour connaître l'histoire du château, mais la femme, voyant ma passion pour ce château, m'avait cédé ce droit avant de mourir. C'était un transfert symbolique. Lorsque j'en ai parlé à Julien, il a ri et m'a dit « de vieux chiffon ». Il n'a même pas pris la peine de le mettre par écrit, mais je l'avais fait, en silence, juste comme un geste historique. À présent, ce geste était ma plus grande arme. Je me suis précipitée sur mon téléphone. J'ai composé le numéro enregistré dans mon répertoire sous Pierre l'antiquaire. Pierre n'était pas antiquaire. Pierre était un camarade de classe de la Sorbonne et l'un des avocats spécialisés en propriété intellectuelle les plus redoutables de France. Constance, dit-il, surpris. Quel plaisir de t'entendre. Encore un projet de restauration? Non, Pierre, répondis-je d'une voix glaciale. Cette fois, c'est un projet de démolition. Mais ce n'est pas un bâtiment qui va être démoli. C'est une vie. Je lui ai brièvement expliqué la situation. Lorsque j'ai mentionné le document, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis j'ai entendu Pierre prendre sa fameuse inspiration nerveuse. Constance, murmura-t-il. Si ce document est authentique et que l'enregistrement a été fait correctement, Julien n'est que le propriétaire des murs. Il a besoin de votre autorisation pour entrer. En fait, si vous coupez l'eau, ce projet de boutique-hôtel se transformera en dépotoir. C'est enregistré, Pierre, dis-je. Mais j'ai besoin de plus. Ils veulent me renvoyer sans le sou. Ce n'est pas seulement un divorce. Ils essaient de m'arnaquer. D'accord, dit Pierre. Apporte-moi tout. Mais fais attention. Julien est peut-être stupide, mais sa mère Agnès est dangereuse. Et cet avocat, Dupont, c'est un vrai serpent. Si tu sens qu'ils ont des soupçons, nie tout. Lorsque j'ai raccroché, mon cœur battait différemment. Je n'étais plus une victime. J'avais une mission. Il était temps de rassembler des preuves. Le bureau de Julien était fermé à clé. Mais Julien était paresseux en matière de mots de passe. Sa date de naissance? Non, c'était trop simple. Notre anniversaire de mariage? Il ne s'en souvenait jamais. Bien sûr. La plaque d'immatriculation de sa voiture. J'ai tapé le code. Clic. La porte s'est ouverte. L'intérieur sentait le cigare fort et le parfum cher. Le désordre sur son bureau reflétait son état d'esprit. Je me suis empressé de fouiller dans les tiroirs. Relevé bancaire, relevé de compte offshore. Et tout en bas, un dossier bleu. Sur le dossier était écrit « Projet Transformation Valois ». J'ai ouvert le dossier et je n'en ai pas cru mes yeux. Il ne s'agissait pas seulement d'un projet de transformation du château en hôtel. Julien s'apprêtait à retirer le château des actifs de la société et à le céder à une société écran créée au nom d'Élodie. La date? 2 jours plus tard. Si ce transfert avait lieu, il m'aurait été impossible de revendiquer le château dans le cadre du divorce, car Julien n'aurait plus eu aucun bien à son nom. Pire encore, en annexe du dossier, il y avait une note intitulée Expulsion de Constance et rapport psychologique. Il prévoyait de me faire passer pour une personne mentalement instable afin d'obtenir une décision d'expulsion du château. Je serais présentée comme une femme obsédée par les monuments historiques et déconnectée de la réalité. Je me suis sentie paralysée. Ce n'était pas un divorce. C'était une exécution. À ce moment-là, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Julien était de retour. Et il n'était pas seul. J'ai reconnu le bruit des talons de sa mère, Madame Agnès, qui résonnait sur le sol en marbre.
Julien, cria Agnès. Que fait encore cette femme ici? Les avocats attendent la signature pour procéder au transfert. J'étais dans le bureau. Je n'avais nulle part où m'enfuir. J'avais le dossier dans les mains. Si je me faisais prendre maintenant, tout serait fini. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai pris une photo du dossier et l'ai rapidement remis à sa place. Mais alors que j'étais sur le point de sortir, j'ai heurté le presse-papier en cristal posé sur le bureau. Boum! Le bruit résonna dans le château silencieux comme une bombe. La voix d'Agne retentit en bas et il y a quelqu'un à l'étage. J'ai entendu des pas se diriger vers l'escalier. À ce stade de l'histoire, je dois vous avouer que j'avais peur. Mais la peur était un luxe que je ne pouvais pas me permettre à ce moment-là. Je fermai les yeux et réfléchis à la suite des événements. J'étais sur le point d'être découvert. Mais parfois, le meilleur endroit pour se cacher, c'est sous le nez de l'ennemi. J'ai ouvert la porte et je suis sorti dans le couloir. Dans le couloir, au pied de l'escalier, je me suis retrouvé face à Madame Agnès et Julien. Les yeux d'Agnès étaient rivés sur moi comme ceux d'un faucon. Julien, quant à lui, était stupéfait. Constance, a dit Julien en fronçant les sourcils. Que fais-tu là? Tu es entrée dans mon bureau? Mon cœur battait à tout rompre, mais mon visage restait impassible. J'ai mis la main dans ma poche. Allais-je sortir mon téléphone? Non. Cela aurait été un geste trop moderne, trop coupable. À la place, j'ai sorti de la poche de ma jupe le chiffon en microfibre que j'y avais glissé le matin même. Je me suis tournée vers Agnès et lui ai souri légèrement. Ah, Madame Agnès, dis-je d'un ton embarrassé. La semaine dernière, vous m'avez demandé de dépoussiérer l'horloge antique de votre bureau, vous vous souvenez? Celle du XVIIIe siècle. Je ne voulais pas déranger Julien alors qu'il n'était pas à la maison, mais quand j'ai entendu des bruits, j'ai décidé de finir rapidement et de partir. Mais, je crois que ma maladresse m'a joué des tours, j'ai fait tomber le presse-papier. Agne plissa les yeux. Pendant un instant, j'eus l'impression qu'elle ne me croyait pas. Mais ensuite, son arrogance reprit le dessus. Constance, cette Constance pure, obéissante, qui ne savait rien faire d'autre que dépoussiérer, comment aurait-elle pu espionner? À ses yeux, je n'étais pas une menace, juste une belle fille maladroite. Tu as raison au sujet de ta maladresse, dit Agnès en levant le nez. Fais attention, ce poids en papier vaut plus que tes dépenses annuelles en cuisine. Sors, nous avons des choses importantes à faire. Bien sûr, madame, répondis-je en inclinant la tête. En passant à côté d'eux, je vis les épaules de Julien se détendre. Il m'avait à nouveau cru. Le fait qu'il me méprise était ma meilleure couverture. Je retournai dans ma chambre et préparai rapidement ma valise. Je ne pris pas la plupart de mes affaires. Je pris seulement mes bijoux les plus précieux, ceux que m'avait laissés ma famille, et mon passeport que j'avais sorti de mon coffre-fort secret. Je ne voulais rien de ce que Julien m'avait offert. Quand je suis descendu, il discutait encore avec animation des modalités du transfert dans le bureau. Avant de quitter le château, je suis entré une dernière fois dans le grand salon. Pas pour dire au revoir, pour vérifier. Au-dessus de la cheminée était accroché un immense tableau du XVIe siècle appartenant à la famille de Ville, le chasseur et sa proie. Ce tableau était le plus précieux du château. Sa valeur marchande était inestimable. Mais lorsque je m'en suis approché, je me suis arrêté. En tant que restaurateur, mon regard s'est arrêté sur les détails. À la lumière, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans la texture de la peinture à l'huile. Les coups de pinceau. Ils étaient trop frais, trop réguliers. Le tableau original aurait dû présenter les fines fissures causées par les siècles. Mais sur ce tableau, les fissures semblaient artificielles. J'ai tendu la main et j'ai touché la toile. Elle était sèche, mais neuve. C'était une reproduction. Un faux. Le tableau original avait disparu. Pendant un instant, j'ai eu le souffle coupé. Puis, les pièces du puzzle se sont mises en place dans mon esprit. Les mystérieux voyages de Julien à Paris. Les augmentations soudaines des flux de trésorerie de l'entreprise. Ce que transportait réellement l'entreprise de logistique. Julien ne se contentait pas de m'escroquer. Julien vidait le château et vendait les objets historiques au marché noir. Et il trompait tout le monde en les remplaçant par des faux. J'ai souri. Ce n'était pas un simple atout que je pourrais utiliser dans le cadre du divorce. C'était un ticket pour l'envoyer en prison. J'ai sorti mon téléphone et pris des photos en gros plan du tableau. En particulier les traces de punaises modernes dissimulées de manière amateur sur le bord de la toile. Quand je suis sorti du château, la nuit tombait. Je suis monté dans ma voiture et j'ai appuyé sur l'accélérateur. J'ai jeté un dernier regard au château de Valois dans le rétroviseur. Les lumières étaient allumées. À l'intérieur, ils célébraient leur victoire. Ils pensaient m'avoir renvoyé sans le sou et avoir pris le contrôle du château. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans le coffre de ma voiture se trouvaient les photos des documents qui allaient causer leur perte. Et dans mon esprit, il n'y avait pas seulement la vengeance, mais aussi la justice. Je pris la direction de Paris, mais je n'y entrai pas. À 20 kilomètres de la ville, je m'installai dans un petit hôtel miteux à Saint-Germain-en-Laye.
Je ne pouvais pas séjourner dans des hôtels de luxe et laisser des traces de mes dépenses sur ma carte de crédit. Je payais en espèces. Dès que je suis entrée dans la chambre, j'ai appelé Pierre. Je suis partie. Lui et je dis. Et il y a beaucoup plus que ce que nous pensions, Pierre. Ce n'est pas seulement du vol de propriété. C'est du trafic d'antiquités. Il joue gros. Pierre a sifflé. Ça va mal tourner, Constance. Tu es prête? Je me suis regardée dans le miroir. La femme fatiguée avait disparu. Je suis prête, Pierre, ai-je répondu. La vraie question est, sont-ils prêts? Le lendemain matin, j'ai retrouvé Pierre dans l'un de ces vieux cafés parisiens que seuls les habitants connaissent et où les touristes ne mettent pas les pieds. En entrant, il arborait son sourire moqueur habituel. Mais celui-ci s'est figé lorsque j'ai posé les dossiers sur la table. Pierre était un homme qui avait obtenu son diplôme dans les meilleures facultés de droit de France et qui avait résolu les affaires successorales les plus complexes. Il était difficile de le surprendre. Mais lorsque je posai devant lui le document intitulé Droit de jouissance perpétuelle, il retira ses lunettes et en essuya les verres. Constance, dit-il en regardant le document comme un bijoutier regarde un diamant. Savez-vous vraiment ce que cela signifie? Je sais qu'ils ne peuvent pas utiliser le château. Ai-je répondu en buvant une gorgée de café. Pierre a ri. Mais cette fois, son rire était empreint d'admiration. Non, pas seulement ça. Selon le Code civil français, le titulaire du droit d'usufruit a tous les droits d'utilisation et de jouissance du bien. Le propriétaire nu, c'est-à-dire Julien et sa société, ne peut même pas planter un clou sans votre permission. Les murs leur appartiennent peut-être, mais l'air, l'eau, tout ce qui se trouve à l'intérieur vous appartient. Ce document. Ce document est une arme nucléaire. Je lui ai ensuite montré les photos du tableau. Le visage de Pierre est devenu sérieux. Il m'a donné un petit coup dans la jambe sous la table, ce qui était sa façon de me dire attention, tu t'aventures en terrain dangereux. Ce n'est plus une affaire de divorce, a-t-il murmuré. C'est une affaire de crime organisé. Si Julien se livre au trafic d'œuvres d'art, nous n'avons pas affaire à un mari cupide, mais à un réseau dangereux. Nous ne pouvons pas porter plainte immédiatement. Les preuves disparaîtraient. Nous devons les prendre en flagrant délit. Comment? Demandai-je. En les laissant tranquilles. Répondit Pierre. Laisse-le croire qu'il a gagné. Laisse-le faire la rénovation du château. Laisse-le se lancer dans ce stupide projet d'hôtel avec Élodie. Attends la date du lancement. Et ce jour-là, fais-leur perdre pied. Le plan était simple, mais il fallait de la patience. C'était le plus difficile. Quand Julien m'a appelé, j'ai dû continuer à jouer le rôle de l'épouse docile. L'après-midi, mon téléphone a sonné. C'était Julien. Constance, dit-il d'un ton enjoué, mon avocat va t'envoyer un protocole. Les conditions du divorce. Nous t'avons trouvé un petit studio à Paris et un peu d'argent. Tu devrais me remercier d'être aussi généreux. Si tu signes le divorce à l'amiable, tout se passera sans bruit. Je serrai les dents. Un studio à Paris. Il avait dilapidé l'héritage de ma famille et maintenant, il me faisait l'aumône. D'accord, Julien, dis-je d'une voix tremblante. Je veux juste que tout cela se termine. Je suis très fatiguée. Je signerai tout ce que tu m'enverras. Bravo, dit-il. Tu as retrouvé la raison. Au fait, tu as bien nettoyé ta chambre avant de quitter le château, n'est-ce pas? Élodie va l'utiliser comme bureau. Lorsque je raccrochai, le serveur du café me regardait avec inquiétude. Il avait probablement remarqué l'expression froide et meurtrière sur mon visage. Je me tournai vers Pierre. D'accord, dis-je. Je ferai semblant de signer. Cela nous fera gagner du temps. Mais je veux leur offrir un petit cadeau de bienvenue. Juste. Un petit avertissement pour leur rappeler que je suis là. Pierre a haussé les sourcils. À quoi penses-tu? L'eau. Ai-je répondu. L'eau du château provient d'une source thermale située sur le domaine. Et cette source est sous mon contrôle selon le document de droit d'usufruit. Si je ferme le robinet. Pierre éclata de rire. Si tu fermes le robinet, ce projet de spa de luxe sera condamné à sentir le Moyen Âge. Et légalement, ils ne pourront rien te faire. J'ai immédiatement appelé l'ancien jardinier du château, Monsieur Bernard. Bernard, cet homme âgé cagne, réprimandait sans cesse, que Julien traitait de sénile, mais avec qui je prenais mon café et discutais chaque matin. Il m'aimait comme sa fille. Madame Constance, dit-il avec surprise. Je croyais que vous étiez partie. Je suis parti, Bernard, répondis-je. Mais je reviendrai. J'ai besoin de vous demander une faveur. Vous savez où se trouve la vanne d'eau principale, n'est-ce pas? Celle qui se trouve dans le tunnel datant de l'époque romaine, sous la cave. Je sais, madame, répondit-il. Je perçus une pointe de malice dans sa voix. Ce soir, dis-je, à minuit, je veux que tu fermes cette vanne, Bernard, et que tu en retires le bras et le caches. Personne ne doit le trouver. Et s'il pose des questions, dis qu'il y a une sécheresse, que la plomberie est vieille. Dis ce que tu veux, mais pas une goutte d'eau ne doit entrer dans ce château.
Avec plaisir, madame, dit Bernard. Madame Agnès a déjà fait arracher mes roses aujourd'hui. Il fallait bien que je me venge. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel, je m'allongeais sur mon lit et regardais le plafond. J'imaginais ce que Julien et Élodie étaient en train de faire. Ils sabraient probablement le champagne et discutaient de ma stupidité. Mais demain matin, lorsqu'ils ouvriraient les robinets, ils n'entendraient qu'un sifflement d'air. Ils ne pourraient pas prendre de douche, ni utiliser les toilettes. Leur vie luxueuse reviendrait soudainement aux normes d'hygiène du XVIIe siècle. Ce n'était qu'un début, c'était une déclaration de guerre, mais une guerre silencieuse. J'ai fermé les yeux et j'ai dormi paisiblement, car je savais que là où l'eau ne coule pas, la saleté remonte à la surface. Et j'allais nettoyer cette saleté, petit à petit. Aux premières lueurs du jour, j'ai reçu le message que j'attendais de Bernard sur mon téléphone. Il ne contenait que 2 mots: le désert a commencé. Tout en sirotant mon café, un sourire narquois s'est dessiné sur mon visage. J'imaginais Julien et Élodie se réveiller et entrer dans leur magnifique salle de bain en marbre italien, puis entendre le bruit sourd des robinets en plaqué or lorsqu'ils les ouvraient. Vers midi, la voix furieuse de Julien a résonné dans mon téléphone. « Constance » cria-t-il, la voix paniquée et nerveuse. « Qu'est-il arrivé à l'eau du château? Je ne trouve pas Bernard. Je ne peux pas prendre de douche, les toilettes ne fonctionnent pas, ça sent mauvais partout. Comment utilisais-tu cette maudite vieille ruine ?» J'ai pris un ton inquiet. « Oh Julien, je suis vraiment désolé. Je t'avais prévenu, la plomberie du château est très sensible. Les eaux souterraines sont parfois capricieuses. Bernard est un vieil homme, c'est peut-être son jour de congé. Je suis à Paris, je ne peux rien faire. » Capricieuse, rugit-il. Demain soir, il y a une soirée de prélancement pour les investisseurs et la presse. Élodie doit faire sa présentation sur le spa et l'hydrothérapie. Sans eau, pas de spa, idiote. Il me raccrocha au nez. À Julien. Pas d'eau, pas de spa, oui. Mais pire encore, pas de système d'égout non plus. Ses rêves d'hôtel-boutique de luxe se transformaient en une simulation réaliste du Moyen-Âge. Vers le soir, Bernard m'a envoyé un deuxième rapport. D'énormes et hideux camions-citernes avaient fait leur apparition dans la cour du château. Julien payait une fortune pour une solution temporaire, mais le bruit et l'image de ces camions-citernes détruisaient le concept des oasis de paix d'Élodie. De plus, l'eau de ces camions-citernes ne pourrait jamais remplacer l'eau thermale. Pendant ce temps, Pierre ne restait pas inactif. Il avait retrouvé la trace du tableau. « Constance » dit Pierre au téléphone. Sa voix était cette fois-ci enthousiaste. « Il est plus important que nous le pensions. Ce tableau, Le chasseur et sa proie, se trouve actuellement à Genève, dans un entrepôt du Port-Franc. Savez-vous qui est l'acheteur? Un oligarque russe. Et l'intermédiaire mentionné dans le document de vente est la filiale panaméenne de la société de logistique de Julien. Donc, nous avons des preuves, dis-je. Dame preuve? Pierre Harry. Nous avons tout un arsenal. Mais nous n'allons pas encore tirer. La grande soirée de lancement. Dans 2 jours. Julien a invité toute la haute société, la presse et les investisseurs potentiels. Il veut faire son show. On va lui offrir le spectacle de sa vie, Pierre, est jeudi. Le lendemain, un coursier a livré à mon hôtel une invitation décorée de dorures. La renaissance du château de Valois, l'héritage du passé, le luxe du futur. Au bas de l'invitation, il y avait une petite note écrite de la main d'Élodie. « Chère Constance, je ne pense pas que vous viendrez, mais nous vous envoyons cette invitation par courtoisie. Si vous souhaitez dire adieu à votre ancienne maison, vous pouvez entrer par la porte de derrière. » Je tournais l'invitation entre mes doigts. Par la porte de derrière? Non, Élodie. J'allais entrer par la porte principale. Et pas seulement en tant qu'invité, en tant que propriétaire. J'ai immédiatement appelé Pierre. « Les mises en demeure notariées sont-elles prêtes? » « Oui, répondit Pierre. Et j'amènerai un invité surprise. Le commissaire Lefebvre, de la brigade financière. C'est un vieil ami et il adore les dossiers de trafic d'antiquités. Parfait, ai-je répondu. Ma tenue est prête. Il faut juste attendre encore un peu. Je veux que ce soit le moment le plus animé et le plus fastueux de la soirée. Ce soir-là, je me rendis dans l'une des boutiques les plus luxueuses de Paris. Avec le peu d'argent qui me restait, j'achetai une robe noire, dos nu, élégante et terriblement chic. Je n'allais pas ressembler à une victime. Je n'allais pas non plus ressembler à une veuve en deuil. Je voulais ressembler à un bourreau, même si le problème d'eau du château semblait avoir été temporairement résolu grâce à des camions-citernes. D'après les informations que j'avais reçues de Bernard, l'odeur n'avait pas complètement disparu. Élodie avait placé des centaines de bougies parfumées dans tout le château pour masquer l'odeur. Imaginez un mélange de lavande et d'égout. Voilà, c'était le nouveau parfum du luxe. Je me suis placé devant le miroir. J'ai mis mon rouge à lèvres rouge. La pure Constance était morte. Demain soir, le château de Valois allait accueillir sa véritable propriétaire. Et pour Julien et Élodie, sous ces lumières scintillantes, la nuit la plus sombre de leur vie allait commencer.
Si, comme moi, vous prenez plaisir à voir les gens arrogants tomber dans le piège qu'ils ont eux-mêmes tendu, continuez à écouter. Car la fête commence et je suis aux platines. Ce soir-là, lorsque je me suis arrêté devant le château de Valois, celui-ci était méconnaissable. Les murs de pierre historique étaient éclairés par des projecteurs violets et roses, et les chênes centenaires étaient enveloppés de lumière LED bon marché. La cour était remplie de voitures de luxe. Les chauffeurs ouvraient les portes à des femmes vêtues de fourrures coûteuses et à des hommes en smoking. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. Les énormes ventilateurs de l'entrée tournaient à plein régime, diffusant un parfum artificiel de lavande à l'intérieur. Cette odeur de parfum intense tentait désespérément de masquer l'odeur ancienne, humide et désormais desséchée des égouts qui provenaient des profondeurs du château. Cela sentait les ordures lavées au parfum, une odeur qui correspondait parfaitement à l'esprit de Julien et Élodie. Je tendis mon invitation au gardien à l'entrée. Il consulta la liste et fronça les sourcils. Madame Deville, votre nom est rayé de la liste, mais est-ce ce que c'est dessiné? J'ai souri. C'est probablement une erreur. Je voulais faire une surprise à mon mari, c'est-à-dire au propriétaire. Le gardien a hésité, mais lorsque la limousine derrière moi a klaxonné, il m'a laissé passer en disant entrez, madame. Lorsque je suis entré dans le château, il y avait un brouhaha dans le grand salon. Les verres en cristal s'entrechoquaient, les faux rires fusaient. J'ai balayé la foule du regard. Julien se tenait au milieu du salon, un micro à la main. Élodie était à ses côtés. Elle portait une robe argentée à paillettes. Elle brillait comme une boule disco. Quant à moi, je portais une robe en soie noire, entièrement dos nu. J'avais attaché mes cheveux en chignon et je ne portais qu'un fin collier de perles, hérité de ma mère. Lorsque je suis entré dans la salle, ceux qui se trouvaient près de la porte se sont d'abord tus. Puis le silence s'est propagé comme une vague. Quand Julien m'a vu, son sourire s'est figé sur son visage. Élodie a failli laisser tomber son verre. Je me suis frayé un chemin à travers la foule pour me diriger vers eux. Personne n'a osé se mettre en travers de mon chemin, comme Moïse. Séparant les eaux de la mer Rouge, la société s'est divisée en deux devant moi. Je pouvais entendre les chuchotements. C'est Constance? Je croyais qu'ils avaient divorcé. Mon Dieu, cette robe. Lorsque j'arrivai près de Julien, il baissa le micro. Il siffla entre ses dents. Qu'est-ce que tu fais? Ici? Je t'avais dit de ne pas venir. Élodie s'interposa, la voix aiguë et tendue. Sécurité, faites sortir cette femme. Elle n'est pas invitée. J'ai éclaté de rire. Ce rire a résonné dans le silence tendu de la salle. Invité? Ai-je dit en élevant la voix pour que tout le monde puisse m'entendre. Élodie, ma chérie, on n'entre pas chez soi avec une invitation. On entre chez soi avec sa clé. Je sortis de mon sac l'énorme clé en fer du château, datant du XVIIe siècle, et la brandis en l'air. Cette clé était symbolique, mais son effet était réel. Julien est intervenu pour sauver la situation. Il a repris le micro. Mesdames et messieurs, ma femme Constance est venue nous dire au revoir ce soir. Elle traverse une période un peu difficile sur le plan émotionnel. Veuillez lui en excuser les désagréments. Puis il s'est tourné vers moi et m'a chuchoté, fiche le camp d'ici, ou j'appelle la police. La police? La voix de Pierre retentit depuis l'entrée du salon. Pierre entra, accompagné de deux hommes en costume gris à l'air sérieux. L'un d'eux était le commissaire Lefebvre. L'autre était le notaire. Pierre s'est dirigé vers la scène. Il tenait un gros dossier à la main. Inutile d'appeler la police, Julien, dit Pierre calmement. Le commissaire Lefebvre est déjà là. Mais pour l'instant, il ne s'agit pas de droit pénal. Il s'agit de droit de la propriété. Le visage de Julien devint livide. Que veux-tu dire? Pierre, tu étais mon ami. Je suis l'ami de la loi, Julien, répondit Pierre. Puis il se tourna vers la foule. Chers invités, dit Pierre, ce soir, on devait vous présenter le luxe du futur. Mais malheureusement, la seule chose qu'on vous a présentée, c'est un mensonge. Le bâtiment dans lequel vous vous trouvez appartient peut-être à la société Valois Hôtellerie. Mais, Pierre marqua une pause. Il fit une pause dramatique. Toute la salle retenait son souffle. Cependant, les ressources en eau souterraines, les sources thermales et le droit d'usage et de jouissance du château sous ce terrain appartiennent entièrement et de manière irrévocable à Madame Constance Deville. D'un cri de surprise s'élevèrent dans la salle. Pierre poursuivit, cela signifie qu'aucune activité commerciale ne peut être exercée ici sans l'autorisation de Constance. Aucun hôtel ne peut être exploité ici sans l'autorisation de Constance. Et surtout, sans l'autorisation de Constance, pas une goutte d'eau ne coulera de ses robinets. Tous les regards se tournèrent vers Julien. Julien tremblait. Il mente. C'est absurde. Ce document n'est pas valide. Vraiment, dis-je en m'approchant un peu plus de la scène. Alors pourquoi transportez-vous de l'eau dans des camions-citernes, Julien? Pourquoi ne laissez-vous pas les clients prendre de douche? Pourquoi avez-vous allumé autant de bougies? Ou bien, est-ce pour masquer l'odeur des égouts? Les clients s'agitèrent nerveusement. Une femme dit, il y a effectivement une odeur étrange.
Une autre ajouta, ils ont dit que les douches étaient cassées. Élodie s'écria, vous êtes fou. Nous avons investi des millions dans ce projet. Vous ne pouvez pas nous ruiner. Je me tournai vers elle. Je la regardai dans les yeux. Son regard arrogant, méprisant, était maintenant rempli de peur. Je ne vous ai pas ruiné, Élodie, dis-je calmement. C'est votre cupidité qui vous a ruiné. Vous n'avez acheté que des murs. Mais pour qu'une maison soit un foyer, il faut plus que des murs. Et ce plus, c'est-à-dire l'âme de ce château, est entre mes mains. Pierre fit signe au notaire. Le notaire tendit une enveloppe à Julien. Monsieur Julien, ceci est un avis d'expulsion. Vous êtes prié de quitter les lieux immédiatement pour avoir utilisé la propriété à des fins commerciales sans l'autorisation du titulaire du droit d'usufruit. De plus, une action en dommage-intérêt a été intentée contre vous pour les dommages causés aux ressources en eau. Julien laissa tomber l'enveloppe. Les investisseurs commencèrent à quitter la salle en chuchotant. C'est un fiasco. Entendis-je monsieur Dupont dire. Je retire mon argent. Élodie se mit à pleurer. Son maquillage coulait, sa robe boule disco ressemblait désormais à un costume bon marché. Je me tenais au milieu de la scène. Je savourais le chaos autour de moi, cette atmosphère de panique. Julien était fini. Le projet d'hôtel était mort. Sa réputation était ruinée. Mais mon travail n'était pas encore terminé. Ce n'était que le sauvetage du château. Ensuite, il y avait la facture de ce tableau. Je m'approchai de Julien. Je me penchai vers son oreille et lui murmurai d'une voix que lui seul pouvait entendre. Cette nuit va être longue, mon cher. Mais ne t'inquiète pas, même si tu n'as pas d'eau, tu vas la transpirer. Car le commissaire Lefebvre a un autre sujet dont il souhaite te parler. Comment se passe l'histoire de l'art? Les yeux de Julien s'écarquillèrent, reflétant la peur à l'état pur. Je me retournai et, comme à mon arrivée, je sortis de la foule, la tête haute, vêtue de ma robe noire. Le spectacle était terminé. Mais la justice ne faisait que commencer. Le lendemain matin, le château de Valois était plongé dans un silence de mort. La fausse opulence de la veille avait laissé place à une grisaille indéfinissable. L'odeur mêlée de lavande et d'égout avait cédé la place à une odeur plus métallique, plus froide, l'odeur de la peur. Lorsque Pierre et moi sommes arrivés à la porte du château, les agents de sécurité n'étaient plus là. À leur place, il y avait des voitures de police avec leurs gyrophares bleus. Le commissaire Lefebvre avait tenu parole. En entrant, j'ai trouvé Julien affalé sur un fauteuil dans le grand salon, sous la surveillance d'un policier. Sa cravate était défaite, ses cheveux impeccables en bataille. Élodie, quant à elle, se trouvait à l'autre bout du salon, essayant de parler avec animation au téléphone. Mais les policiers lui avaient confisqué son appareil. Lefebvre nous salua d'un signe de tête lorsqu'il nous vit. « Vous arrivez à point nommé, Madame de Ville, dit-il d'une voix grave et autoritaire. Julien a levé la tête. Ses yeux étaient injectés de sang. C'est toi qui as fait ça, a-t-il dit d'une voix rauque. C'est toi qui as appelé la police. Tu as menti juste pour me faire tomber. Un mensonge? Dis-je en m'approchant de lui. Julien, le droit d'usufruit n'était pas un mensonge. Mais le vrai mensonge, c'est ce qui est accroché au-dessus de la cheminée. Je désignai du doigt le tableau, le chasseur et sa proie. Le regard de Julien se posa sur le tableau, puis il détourna rapidement les yeux. Qu'y a-t-il dans ce tableau? C'est un original, un héritage familial. Lefebvre intervint. Monsieur Julien, notre équipe technique a examiné le tableau ce matin. Sous la lumière ultraviole, il a été constaté que les couches de peinture ne dataient que de 3 ans. De plus, au dos de la toile, un tampon effacé appartenant à une galerie d'art moderne a été trouvé. Julien déglutit. Peut-être que cela s'est produit pendant la Restauration. Je ne m'y connais pas dans ce domaine. Constance s'y connaît. C'est peut-être elle qui l'a changé. Ah, Julien. Quand un rat est acculé, il essaie toujours de mordre quelqu'un d'autre. Je souris. Je sortis de mon sac les documents que j'avais photocopiés dans mon bureau cette nuit-là et les registres douaniers que Pierre avait rapportés de Genève. Je les posai sur la table, juste devant Julien. C'est peut-être moi qui les ai modifiés, tu as raison, dis-je d'un ton moqueur. Mais mon nom ne figure pas dans la circulaire de signature de la société Valois Logistique, qui loue l'entrepôt numéro 34 du port-franc de Genève, Julien. C'est ton nom qui y figure. Julien a regardé les documents. Il est devenu livide. Et plus intéressant encore, a poursuivi Lefebvre en ouvrant le dossier qu'il tenait à la main. Ce tableau a été vendu au collectionneur russe Yuri Volkov pour 12 millions d'euros. Le virement bancaire a été effectué sur un compte au Panama. Devinez à qui appartient ce compte? À Élodie Martin. Le silence dans la salle fut rompu par le cri aigu d'Élodie. Quoi? S'écria Élodie en se précipitant parmi les policiers. C'est faux. Je n'étais pas au courant. Julien m'a dit que cet argent correspondait à des frais de conception. Il m'a dit utilisons ton compte pour éviter les impôts. Je ne suis pas une trafiquante d'antiquités. Et c'est là que tout a commencé.
Alors que le navire coulait, les rats se dévoraient entre eux. Julien se leva d'un bond. Espèce d'idiote, ferme-la. C'est toi qui as tout planifié. C'est toi qui m'as dit qu'il fallait vendre ce tableau. Moi? Élodie éclata d'un rire hystérique. Je ne sais même pas faire la différence entre une tapisserie et un tapis. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui as dit ma femme ne s'y connaît pas, elle ne fait que dépoussiérer. Ils se sont disputés. Les accusations et les insultes fusaient. Ce grand amour, ce partenariat parfait, s'est transformé en quelques minutes en un champ de ruines. Le commissaire Lefebvre fit signe aux agents. Ça suffit. Emmenez-les tous les deux. Escroquerie aggravée, trafic d'œuvres d'art et falsification de documents officiels. La nuit va être longue. Les policiers ont relevé Julien. Je n'oublierai jamais le moment où ils lui ont passé les menottes, ce métal froid autour de ses poignets. Julien m'a regardé. Il n'y avait plus d'arrogance dans son regard, seulement du désespoir et la question pourquoi. Je m'approchai de lui. Je me plaçai juste en face de lui. Tu sais pourquoi, Julien? Lui et je murmurai. Parce que tu m'as pris pour un objet, une partie du château, un élément de décor. Mais tu as oublié une chose, les objets historiques sont fragiles, mais ceux qui les protègent, eux, sont en acier. Julien baissa la tête lorsqu'on l'emmena. Élodie, quant à elle, fut conduite dehors en pleurant et en criant « Je n'y suis pour rien ». La salle se vida. Il ne restait plus que moi, Pierre et Lefebvre. Et bien sûr, le faux tableau au-dessus de la cheminée. « Félicitations, madame », dit Lefebvre. « Le dossier est solide. Nous avons contacté les autorités de Genève. Nous allons récupérer le tableau original. Merci, commissaire. Dis-je. Pierre posa sa main sur mon épaule. C'est fini, Constance. Vous avez gagné. Le château est à vous. L'eau est à vous. Et eux, ils ne verront plus la lumière du jour pendant longtemps. Je pris une profonde inspiration. Je respirai l'air du château. Cette odeur de lavande écœurante avait disparu. Il ne restait plus que l'odeur des vieilles pierres, de la poussière et de la pluie. L'odeur de la vérité. Mais je ressentais un vide en moi. La victoire était douce, mais épuisante. Et l'histoire n'était pas encore terminée. Julien et Élodie étaient peut-être partis, mais il fallait nettoyer les dégâts qu'ils avaient laissés derrière eux, redonner au château son ancienne gloire. Le vrai travail commençait maintenant. Et puis, il y avait ma belle-mère, Madame Agnès. Que ferait-elle en apprenant ce qui s'était passé? Quelle ruse emploierait-elle pour sauver son fils? Mon téléphone sonna. L'écran affichait Madame Agnès. Je souris. Je montrai le téléphone à Pierre. « Tu es prêt ?» m'a demandé Pierre. « Je suis toujours prêt. » ai-je répondu avant de décrocher. Je mis le haut-parleur. La voix d'Agnès résonna dans le salon haut au plafond du château. Mais cette fois-ci, elle n'avait pas son ton autoritaire habituel. Sa voix était aiguë, paniquée et pleine de haine. « Maudite femme ingrate !» a crié Agnès. « Qu'as-tu fait à mon fils ?» Les policiers l'ont emmené. Les voisins ont tout vu. Dieu a sali notre nom. D'une voix calme, je répondis « Je n'ai fait que rendre justice. » Agnès, tu aurais dû savoir que ton fils volait, qu'il détournait des objets historiques et qu'il vidait les caisses de l'entreprise avec sa maîtresse. Peut-être que tu le savais. Il y eut un bref silence. Puis sa voix se fit encore plus dure. Tu ne peux pas me calomnier. Je suis le chef de cette famille. Tu vas immédiatement retirer ta plainte, Constance. Sinon, je te détruirai. Je détruirai ce château. Je regardai Pierre. Pierre hocha la tête en signe d'approbation. Tu ne peux pas détruire le château, Agnès, dis-je, parce que le château est désormais sous mon contrôle. Mais tu as quelque chose à détruire. Tes affaires. C'est précieux. Objets qui restent dans ta chambre du château. Mes affaires, s'écria-t-elle. Mes bijoux, mes fourrures. Ne t'avise pas d'y toucher. Je vais venir les chercher immédiatement. Viens, Agnès, dis-je. Je t'attends. Je raccrochai le téléphone. Pierre sourit. Elle a mordu à l'hameçon. 1 heure plus tard, la voiture noire d'Agne avec chauffeur fit une entrée fracassante dans la cour du château. Lorsqu'elle descendit de voiture, elle essayait comme toujours d'avoir l'air impeccable, mais son maquillage était un peu défait, ses mains tremblaient. Je l'ai accueillie à la porte. Pierre et 2 policiers en civil étaient à mes côtés, mais Agnès ne les a pas remarqués. Elle n'avait Dieu que pour moi. « Laissez-moi passer », dit-elle en essayant d'entrer. « Attends un peu », lui dis-je en lui barrant le passage. « Ce n'est plus ta maison, Agnès. C'est une scène de crime. Et toi, tu n'es qu'une suspecte. » Agnès s'est figée. « Suspecte? Moi? Tu as perdu la tête. » Pierre s'avança d'un pas et ouvrit le dossier qu'il tenait à la main. « Madame Agnès, en examinant les comptes de Julien au Panama, nous avons remarqué un détail intéressant. Chaque mois, 15 000 € étaient régulièrement transférés du compte d'Élodie vers votre compte personnel. La mention conseil figurait dans la rubrique description. De quel type de conseil s'agit-il? » Le visage d'Agnès devint livide. C'était
C'était l'argent de poche que mon fils me donnait. Je suis une mère, mon fils doit subvenir à mes besoins. De l'argent de poche, dit Pierre. De l'argent de poche provenant de la fraude fiscale et du trafic d'antiquités. En droit, cela s'appelle complicité de crime. Et blanchiment d'argent, madame. La peine minimale est de 5 ans. Agne vacilla. Elle dut s'appuyer contre sa voiture. Cette femme fière, qui n'appréciait personne, rapetissa soudainement, vieillie. Elle se tourna vers moi. Pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux. Constance, ma fille, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Julien m'a dit que cet argent provenait des bénéfices de l'entreprise. Je suis une femme âgée. Je ne peux pas aller en prison. J'y mourrai. Voilà, quand le serpent est acculé, il joue la victime. Je fis un pas vers elle. Je la regardai dans les yeux. Je regardais cette femme qui m'avait humiliée pendant des années, qui m'avait traitée comme une servante, qui avait soutenu la trahison de son fils. Je cherchais en moi la moindre once de pitié. Je n'en ai trouvé aucune. J'ai une proposition à te faire, Agnès. Lui et je dis d'une voix glaciale. Tu ne veux pas aller en prison? Alors tu vas coopérer. Quoi? Que dois-je faire? Demanda-t-elle avec espoir. Tu vas témoigner contre ton fils, ai-je répondu. Tu vas dire que tu connais la provenance de l'argent, que Julien t'a payé pour te taire, que tu sais où se trouvent les tableaux. Tu vas tout raconter. Si tu parles, Pierre pourra te faire bénéficier de la loi sur le repentir effectif. Tu n'iras peut-être pas en prison, mais la peine de Julien sera doublée. Agne hésita un instant. Elle devait choisir entre trahir son fils et retrouver sa liberté. Que ferait une mère? Elle se sacrifierait, n'est-ce pas? Mais Agnès n'était pas une mère. Elle était une parasite. D'accord, murmura-t-elle. D'accord, je vais tout raconter. Julien a déjà tout gâché. Je ne peux pas le laisser me traîner dans la boue. Je regardais Pierre. Même Pierre regardait la femme avec dégoût. Très bien, dit Pierre. Messieurs les agents, vous allez prendre sa déposition, madame. Agne ne regarda même pas derrière elle en montant dans la voiture de police avec les agents. Elle avait assuré l'incarcération de son fils et sauvé sa peau. Alors que la voiture s'éloignait, je pris une profonde inspiration. La famille était complètement brisée. Julien était en prison, Élodie était en détention provisoire et Agnès était devenue témoin à charge. Le château m'appartenait désormais entièrement, sans aucun doute possible. Mais l'intérieur portait encore leurs traces. Les bougies à l'odeur nauséabonde d'Élodie, l'odeur de cigare de Julien, l'énergie négative d'Agne. Je suis entré dans le château. J'ai regardé le faux tableau dans le salon. Je l'ai décroché du mur et l'ai posé devant la cheminée. J'ai appelé Bernard. Bernard, lui et jeudi, ouvre tous les rideaux du château. Ouvre les fenêtres. Laisse entrer le vent. Et ce tableau, range-le dans la réserve. Le mur restera vide jusqu'à l'arrivée de l'original. À vos ordres, madame, répondit Bernard avec un large sourire. Cette nuit-là, je me suis tenu sur le balcon du château. J'ai regardé la vallée en contrebas, les lumières dans l'obscurité. J'étais seul. Mais cette solitude n'était pas un sentiment d'abandon. C'était le silence de la victoire, le silence de la liberté. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, mes amis. Car il est facile de détruire un empire, le plus difficile est de construire quelque chose de mieux à sa place. Le château était sauvé, mais il n'y avait plus un sou dans ses caisses. Julien avait tout dépensé. Une nouvelle bataille m'attendait désormais. Comment allais-je maintenir cette immense structure à flot? Sans argent, seule, comment une femme allait-elle gérer un château de 50 pièces, un patrimoine historique? Et une idée folle a commencé à germer dans mon esprit. Julien voulait faire de cet endroit un hôtel réservé aux riches. Moi, en revanche, j'allais le transformer en quelque chose de complètement différent. Tel un phénix renaissant de ses cendres, le château de Valois allait renaître. Mais cette fois-ci, non pas comme symbole de richesse, mais comme symbole de solidarité et de force. Mon plan? Dans un instant, lorsque vous saurez à qui j'ai ouvert les portes du château, vous ne pourrez retenir vos larmes. Au lendemain de la victoire, le silence du château était plus effrayant qu'apaisant. Le vaste château était vide, silencieux et surtout froid. Lorsque Bernard entra dans la cuisine avec une liasse de factures à la main, je fus confronté à la réalité. Électricité, chauffage, impôts. Les dépenses de Julien et Élodie avaient fait grimper les dettes du château en flèche. Le château m'appartenait, mais je n'avais même pas assez d'argent dans mes poches pour le chauffer. Madame, dit Bernard avec inquiétude, le réservoir de combustible est presque vide. Et les réparations du toit ne peuvent pas attendre. Que va-t-on faire? Je serrai la tasse de café que je tenais dans ma main. Nous allons vendre, Bernard, dis-je. Pas le château, mais tout le luxe inutile qu'il contient. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'Internet. La robe boule disco. D'Élodie, les meubles modernes dorés de mauvais goût achetés par Julien, les centaines de bouteilles de champagne dans la cave. J'ai tout mis en vente. Sous le titre Les vestiges d'un projet d'hôtel de luxe.
Vous seriez surpris de voir à quel point les gens sont prêts à acheter les déceptions des autres. En une semaine, j'avais réuni suffisamment d'argent pour payer le chauffage et les réparations urgentes du château. Mais ce n'était qu'une solution temporaire. Cette immense bâtisse devait avoir un but. Un soir, assise devant la cheminée éteinte, j'ai repensé à mon histoire. À quel point je me sentais seule et désespérée quand je suis arrivée ici. À la façon dont Julien me considérait comme un objet. Si je n'avais pas trouvé ce vieux document, si Pierre ne m'avait pas aidé, où serais-je aujourd'hui? Probablement dans la rue, sans le sou et sans espoir. Puis je me suis souvenu d'un refuge pour femmes où j'avais fait du bénévolat pendant mes études à Paris. Il n'avait pas assez de place. Les femmes dormaient par terre. Elles avaient besoin d'un toit sûr. Mes yeux se sont mis à briller. Julien voulait transformer cet endroit en un hôtel pour riches. Moi, je voulais en faire un refuge pour les femmes qui avaient été frappées par la vie, mais qui n'avaient pas baissé les bras. J'ai immédiatement appelé Pierre. Pierre, lui et je dis, nous créons une fondation. Elle s'appellera Anka. Et le château de Valois en sera le siège. Les démarches administratives ont pris des semaines, mais Pierre a fait des miracles, comme d'habitude. Et ce soir-là, en novembre, sous la pluie, nos premières invités sont arrivés. J'étais sur le balcon lorsque le vieux minibus rouillé est entré dans la cour du château. J'ai regardé les femmes descendre du minibus. Certaines avaient leur bébé dans les bras, d'autres n'avaient qu'un petit sac à la main. Elles avaient toutes le même regard, celui de la peur et de l'incertitude. Tout comme moi le jour de mon arrivée. Je suis descendue. J'ai ouvert la porte. Elles m'attendaient, moi, la châtelaine, cette Constance froide et distante. Mais je leur ai ouvert les bras. Bienvenue, leur ai-je dit. Vous n'avez pas à avoir peur ici. Ces murs sont épais. Aucun mal extérieur ne peut pénétrer ici. Au début, elles étaient timides. Mais quand je leur ai montré leur chambre, nous avions transformé les chambres qu'Élodie prévoyait de transformer ensuite de luxe, en dortoirs chaleureux, sûrs et paisibles. Cette nuit-là, voir la paix sur les visages de ces femmes qui dormaient profondément pour la première fois depuis longtemps valait plus que toutes les victoires que j'avais remportées. Mais ce n'était pas seulement un refuge. C'était un centre de réadaptation. Nous avons transformé l'ancienne salle de bal du château en atelier d'art. Je leur ai appris la restauration. Comment réparer la porcelaine cassée, les toiles déchirées. Regardez, disais-je en leur montrant un vase cassé que je tenais dans ma main. Ce vase n'est pas bon à jeter parce qu'il est cassé. Nous allons le recoller avec de la poudre d'or. C'est la technique du kintsugi. Les parties cassées seront plus précieuses et plus belles qu'avant. Tout comme nous. Nous avons consacré le jardin du château à la thérapie par l'agriculture. Bernard a appris aux femmes à cultiver des roses, à toucher la terre. Ces roses fanées se sont épanouies à nouveau entre les mains des femmes. Au fil des mois, le château a changé. Ce n'était plus cette structure froide, noble et distante. Les couloirs résonnaient des voix des enfants, et l'odeur des plats cuisinés à la manière du immense travail collectif s'élevait de la cuisine. L'odeur de lavande avait disparu, remplacée par celle du pain frais et de l'espoir. Un jour, alors que je travaillais dans l'atelier, l'une de nos invitées, Marie, est venue me voir. Marie avait fui son mari violent. À son arrivée, elle ne pouvait même pas parler. À présent, elle tenait dans ses mains un cadre ancien qu'elle avait restauré. Madame Constance, dit-elle, j'ai réussi. J'ai réparé les fissures. J'ai souri. Pas seulement le cadre, Marie. Toi aussi. À ce moment-là, j'ai compris que ma vengeance ne s'était pas arrêtée à l'envoi de Julien en prison. Ma véritable vengeance était de construire, dans ce château qu'il voulait détruire, quelque chose qu'il ne pourrait jamais posséder, la solidarité. Le château ne m'appartenait plus. Il nous appartenait. Mais c'est ainsi que va la vie, juste au moment où vous pensez avoir trouvé la paix. Le passé vient frapper à votre porte. Un matin, une voiture de luxe avec une plaque d'immatriculation officielle s'est arrêtée devant la porte du château. J'ai reconnu l'homme qui en est sorti. C'était le secrétaire d'État à la culture. J'ai regardé Pierre avec inquiétude. Quel peut être le problème? Lorsque le secrétaire d'État s'approcha de nous, son visage était grave. Madame Neuville, dit-il, le travail que vous accomplissez est louable. Cependant, en raison du statut de monument historique du château, le ministère estime qu'il est risqué qu'autant de personnes vivent ici. Une décision d'expulsion pourrait être prise. Le sang me monta à la tête. Encore? Allais-je encore être expulsé de chez moi? Mais cette fois, je n'étais pas seule. J'ai entendu une voix derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Marie, Bernard et toutes les autres femmes derrière moi. Elles avaient dans les mains des sécateurs, des balais et des brosses. Personne ne peut nous faire partir d'ici, a déclaré Marie en regardant droit dans les yeux le représentant du ministère. C'est notre château. Le secrétaire était surpris. J'ai souri. Vous avez entendu, monsieur. Dis-je. Ce n'est plus seulement un château. C'est le des phénix blessés. Et quand les phénix renaissent de leurs cendres, aucune force ne peut les arrêter. Le secrétaire ne savait pas quoi répondre.
Mais ce n'était que le premier round. Combattre la bureaucratie pouvait être plus difficile que combattre Julien. Mais derrière moi, j'avais une armée qui n'avait rien à perdre et qui était prête à tout gagner. Dans un instant, vous verrez ce que nous avons accompli avec cette armée et le final spectaculaire de cette histoire. Et Julien, je suis sûr que vous êtes également curieux de connaître la situation actuelle de notre invité en prison. La bureaucratie, ce monstre froid et sans cœur, avait frappé aux portes de notre château. Les autorités ministérielles étaient déterminées à nous expulser sous prétexte de préserver le tissu historique. Pierre faisait tout son possible pour prolonger la procédure judiciaire, mais cette fois-ci, l'ennemi n'était pas une personne, mais l'État. Constance, dit Pierre en posant une pile de dossiers sur son bureau. Nous sommes en train de perdre le procès. Le tribunal s'apprête à statuer que le château n'est pas un logement, mais un patrimoine culturel. Nous devrons peut-être le quitter dans un mois. Marie et les autres femmes se turent lorsqu'elles entendirent cette nouvelle. Je vis la lueur d'espoir qui venait de naître dans leurs yeux s'éteindre. Allait-il faire ce que Julien n'avait pas réussi à faire, à savoir apposer des scellés? Non, ai-je dit en me levant. Nous pouvons perdre dans les salles d'audience, Pierre, mais nous pouvons gagner dans la conscience du peuple. Ce jour-là, j'ai changé de stratégie. Au lieu de garder les portes fermées, je les ai ouvertes en grand. J'ai pris une décision que Pierre jugeait risquée. J'ai appelé la presse, mais pas la presse people. J'ai contacté de vrais journalistes, ceux qui s'intéressent aux histoires humaines. Venez, ai-je dit. Je vais vous raconter non pas l'histoire du château, mais son présent. Je vais vous raconter l'histoire de Marie, l'histoire de Sophie. Le lendemain, la cour du château était remplie de caméras. Marie s'est présentée devant la caméra sans cacher son visage. Elle a montré le cadre antique restauré qu'elle tenait dans ses mains. J'étais brisée, a déclaré Marie, la voix tremblante, mais le regard déterminé. On m'a jetée à la poubelle. Mais Constance et ce château m'ont reconstruite. Maintenant, l'État veut-il me briser à nouveau? Lorsque cette interview a été diffusée, la France a été bouleversée. Les réseaux sociaux ont explosé. Le hashtag Châteauroka est resté en tête des tendances pendant des jours. Les gens ne se sont pas contentés d'aimer la publication, ils ont envoyé des provisions. De l'argent et des vêtements au château. Plus important encore, les téléphones du ministère de la Culture ont été saturés. Le public disait « Si vous expulsez ces femmes, nous ne vous le pardonnerons jamais ». Une semaine plus tard, le secrétaire d'État est revenu. Mais cette fois, il n'avait pas de décision d'expulsion. Le ministre l'accompagnait, et ils arboraient tous deux un sourire embarrassé. Madame Neuville, a dit le ministre, nous avons entendu la voix du peuple, et nous avons compris que votre travail est un héritage plus précieux que le patrimoine culturel, c'est-à-dire un héritage de l'humanité. Non seulement ils nous ont accordé le droit de rester, mais ils ont également accordé un soutien public à la Fondation Anka. Le château avait désormais officiellement le statut de monument historique et de centre de réhabilitation. La victoire était totale. Mais pour moi, il restait encore une affaire à régler. La prison. J'ai décidé de rendre visite à Julien. Je voulais le voir une dernière fois, tourner définitivement la page sur cette histoire. Lorsque je suis entrée dans la salle des visites, j'ai eu du mal à reconnaître l'homme derrière la vitre. Le Julien arrogant et hautain avait disparu. Ses cheveux étaient clairsemés, ses épaules voûtées, son regard éteint. Grâce aux aveux de sa mère, il avait été condamné à 12 ans de prison. Élodie, quant à elle, avait écopé de 8 ans. Il a été surpris de me voir. Il a pris le combiné. Constance, a-t-il dit. Sa voix était comme du verre brisé. Tu es venue. Je le savais. Tu es venue me pardonner, n'est-ce pas? Ma mère m'a trahi, Constance. Élodie m'a trompée. Seulement toi. Tu m'as toujours été fidèle. Elle n'avait toujours pas compris. Elle me considérait toujours comme cette femme silencieuse qui prenait la poussière. Je ne suis pas venue te pardonner, Julien, dis-je calmement. Je suis venue te remercier. M'être remercié. Ses yeux se sont illuminés. Il cherchait une lueur d'espoir. Oui, répondis-je. Tu m'as tellement méprisé, tellement ignoré, que tu m'as permis de trouver la force qui était en moi. Si tu m'avais bien traité, je serais peut-être restée toute ma vie dans ton ombre. Mais tu m'as jeté dans le feu, et je m'en suis sortie tel un phénix. Le visage de Julien s'assombrit. Constance, je t'en prie, j'ai besoin d'un avocat. Je n'ai pas d'argent. Donne-moi ma part du château. C'était aussi ma maison. Je souris. Ce sourire froid, ce fameux sourire de Constance. Le château n'est plus ta maison, Julien. Le château est désormais la maison de Marie, Sophie et Claire. Ta maison, c'est là-bas. Je désignai du doigt les murs gris derrière lui. Tu aimes beaucoup les murs. Installe-toi confortablement. Je raccrochai le combiné. Je me retournai et m'éloignai. Je l'entendis frapper contre la vitre et crier Constance, ne pars pas. Mais je ne me retournai pas. Une fois dehors, j'ai pris une profonde inspiration. Il faisait froid, mais le soleil brillait.
Pierre m'attendait dans la voiture. C'est fini? M'a-t-il demandé. Oui, ai-je répondu. Rentrons à la maison, Pierre. Nous avons beaucoup à faire. J'ai un cours à l'atelier ce soir. Et voilà mon histoire. Je suis Constance Deville, cette femme qui était autrefois traitée comme une servante, trompée, ignorée. Aujourd'hui, je suis la présidente de l'une des fondations les plus puissantes de France, la gardienne d'un château historique et l'espoir de centaines de femmes. Je vous avais promis que ce n'était pas un conte de fées. Il n'y a ni prince ni magie, seulement de l'intelligence, de la patience et un cœur qui n'abandonne jamais. Si vous êtes actuellement dans l'obscurité, si quelqu'un vous méprise, souvenez-vous de cette histoire. Leur arrogance peut être votre plus grande arme. Attendez simplement le bon moment. Et quand il arrivera, n'ayez pas peur de renverser la table. Ne croyez pas que mon histoire est terminée. En réalité, elle ne fait que commencer avec celle de Marie, Sophie et les autres. Nous sommes les phénix du château de Valois. Et désormais, personne ne peut plus nous mettre en cage. Justice a été faite. À présent, c'est au tour de mes amis Fatima, Odile et Maïté de raconter leur combat quotidien. Je vous invite à choisir l'histoire qui vous touche le plus parmi celles présentées à l'écran ou sur ma chaîne. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de l'envoyer à votre meilleur ami. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici.